montrez également critique envers la pratique électorale. En cela, vous rejoignez un certain Étienne Chouard, une figure adoubée des Gilets jaunes que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau. Vous parlez, lui, dans la préface de votre livre que l'on trouve donc sur votre site internet. Et vous écrivez, parlant du bourgeois qu'il découvre, je vous cite, « Ce nom est venu par l'intercession de Ruffin. Avant cet épisode, tu n'avais jamais entendu parler d'Étienne Chouard, pas même en 2005, où tu te contenteras de l'information dispensée par tes organes officiels. » Et un peu plus loin, vous dites, dès l'entrée du vaste domaine embrassé par la réflexion de Chouard, une rumeur soigneusement colportée par tes pairs te dispense de t'aventurer davantage. Il paraîtrait que Chouard a une ou deux fois dit qu'il ne s'interdisait pas de discuter avec Soral. Pour toi, c'est une raison suffisante de ne pas l'écouter. Tu ne savais rien de Chouard, tu n'en sauras rien de plus que sa notation dans ton barème moral. C'était important de dire cela ? C'est une fausse préface, hein. Je l'ai posté sur Facebook le jour de la sortie du livre parce que je trouvais que les événements récents étaient de nouveau une illustration de ce que j'essaie de démontrer dans le livre. C'est une sorte d'hommage à Étienne Chouard, l'un des pères du RIC. En fait, je suis très surpris depuis la sortie du livre d'une seule chose, parce que c'est vrai que disons, les tensions qu'il suscite ne m'étonnent pas. Le livre ou Étienne Chouard ? Le livre, hein. Je vais venir à Étienne après. Ce qui m'étonne, c'est qu'on me parle très très peu de ce qui est son thème affiché en titre. Ce livre propose de faire une généalogie de la bêtise bourgeoise. Pourquoi la bourgeoisie est bête alors qu'elle a un cerveau hyper bien foutu ? Pourquoi est-ce qu'elle énonce si régulièrement et si récurremment et de façon presque frénétique des énoncés bêtes ? Eh bien, par exemple, ce que vous venez de lire, le petit passage que je fais à propos de la vision qu'ont, par exemple, les journalistes bourgeois sur Étienne Chouard, c'est ça la chimie de sa bêtise. C'est-à-dire qu'il y a un penseur qui est Étienne Chouard, très conséquent, très dense, moi qui m'a beaucoup nourri à partir de 2005, puisque c'est à ce moment-là qu'Étienne nous a rendu un grand service, notamment sur le TCE, etc. Et qui est très peu invité dans les médias. Et depuis, je l'ai suivi beaucoup, je l'ai écouté, j'ai vu des conférences, etc. Moi, ça m'a beaucoup nourri en termes de réflexion sur la démocratie. Bon, ça, c'est mon attitude à moi devant la pensée. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard ? C'est de penser par connotation. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que censément, à un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec Alain Soral. Ça suffit aux bourgeois. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de juge d'instruction, en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, mais ça ne pense pas. La pensée, c'est pas ça. La pensée, elle est beaucoup plus ouverte que ça. Elle n'a pas pour horizon la répression, la punition, le châtiment ou l'extorsion d'aveu. Quand vous avez pour seul horizon ces quatre modalités-là, vous ne pensez pas. Donc tous ces gens ont de nouveau perdu une occasion de s'ouvrir à une pensée qu'on n'est pas obligé de partager. Moi, je la partage, mais on n'est pas obligé de partager le chouardisme. Il ne serait pas d'accord avec ce isme d'ailleurs, mais en revanche, c'est une pensée puissante. Donc à force de se mettre à côté de la puissance, c'est ce que je dirais aussi en dernière instance pour revenir à ce qu'on disait sur les années 70, quand bien même on considérerait que le marxisme est peut-être, je sais pas, dépassé, en tout cas qu'il est approximatif dans son analyse de la société. Que de textes extraordinaires a produit cette lignée. Que de textes. Donc, est-ce qu'on va, sous prétexte que l'esprit libertaire n'est pas forcément en pleine forme en ce moment, on va se passer de lire, y compris des gens comme Deleuze, Foucault, qui ont écrit les plus grandes lettres probablement de l'histoire de la philosophie française. Donc c'est ça, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup dans le sociotype que j'essaie de décrire, c'est son refus de penser. Donc c'est évidemment une extravagance de m'associer, de me rendre secrètement complice de partisans de systèmes autoritaires. Il suffit de m'écouter pour penser que c'est une extravagance. Mais à mon avis, et c'est comme ça que je l'explique, ça va être très difficile pour les représentants d'argumenter contre le référendum d'initiative populaire en toute matière écrit par nous-mêmes. Ça va être très difficile d'argumenter contre la démocratie. Pour les voleurs de pouvoir, là, prendre le sujet de fond, face à face, prendre le problème de front, ça va être très difficile d'argumenter. Alors, il y a un message qui est fort. Il est trop fort. Alors il faut s'en prendre au messager. Donc il faut discréditer le messager. On va étudier toute sa vie dans les moindres détails. C'est long une vie, hein. On va prendre tous les petits détails qui pourraient être gonflés, mis en exergue, déformés, assemblés pour faire une espèce de tissu de mensonge, et on va essayer de le discréditer. Alors là, en l'occurrence, on met en évidence le fait que, à une époque, j'ai mis un lien vers Soral. Moi, j'avais pas vu, je connaissais pas l'ensemble, hein. Je trouvais qu'une partie qui ressemblait à nos bagarres. J'ai mis ce lien. Et puis, mais c'est tout. J'ai mis un lien parmi des dizaines de milliers de liens. J'ai plein de liens sur mon site au fur et à mesure. Je ne connaissais pas très bien. Et je connaissais pas bien Soral.
Et puis, au bout de... Il s'est passé quelques années, et finalement, j'ai, dans un billet qui s'appelle « Pour que les choses soient claires », parce que j'ai vu dans un des discours de Soral un truc que je trouvais imbuvable, et j'ai dit, bon, ok, je retire ce lien, je comprends, ok, ça va, c'est toxique, je retire ce lien. J'ai regretté d'ailleurs d'avoir retiré ce lien, parce que ça correspond pas à ce que je veux faire, c'est-à-dire que je cherche à construire un monde commun, et pour construire un monde commun, je dois considérer tous les êtres humains comme dignes politiquement. Et s'il y a quelqu'un qui a des idées totalement contraire à ce que je veux faire. Et là, c'est bien le cas. Il s'agit de... Soyons clairs, mettons les pieds dans le plat. Des idées totalement contraires. Personnellement, j'ai écrit un bouquin sur ce bonhomme. Et effectivement, quand on lit très bien ces textes, il défend Hitler, il défend les SS, il défend Mussolini. Oui, j'ai pas entendu tout ça. Il parle pour un pouvoir fort. Il y a des citations très précises que je cite dans mon livre. Et le bouquin est remarquable. Le travail que tu fais, c'est de travail politique qui n'est pas ce que font les gens d'habitude. Les gens disent, lui, il est d'extrême droite, et on est prié de plus en parler. Mais tu vois comme ça... Enfin, quand on me traite, moi, d'extrême droite, c'est bien que l'étiquetage est foireux, l'étiquetage n'est pas fiable. On met des étiquettes pour refuser de débattre sur le fond. Exactement. Alors que toi, quand tu fais le bouquin, tu documentes chacune de tes affirmations, et ça devrait normalement être suivi d'un débat. Parce qu'il faut que la personne puisse se défendre. C'est bien d'instruire le procès, mais après ça, il faut que les gens puissent se défendre. C'est ce que je lui ai proposé, d'ailleurs, tout à fait. Il n'a pas voulu. Donc, voilà, mais... Ça, c'est de la politique. Accuser quelqu'un d'extrême droite, comme le font les éditorialistes, qui disent de moi que je suis d'extrême droite, qui est une extravagance, sans me permettre de... Ils ne me téléphonent pas avant. Ils me salissent sur les journaux sans m'en parler. Et j'ai pas le droit de me défendre. Mais ça, c'est pas du journalisme. Ça, mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils peuvent pas s'en prendre au message. Je pense que... Tu veux dire qu'ils ne veulent pas la démocratie, qu'ils veulent garder un système de privilégiés, évidemment. Et donc, qu'ils sont pas capables, et qu'ils sont pas capables d'argumenter contre le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, écrit par nous-mêmes. Écrit par nous-mêmes, c'est décisif, parce que si c'est eux qui l'écrivent, ils vont vous dire qu'ils sont d'accord. Hein. Vous allez voir, ils ont déjà commencé à dire oui, c'est intéressant, on va le faire, on va l'écrire, mais pas en toutes conditions, pas en toutes circonstances. Ouais, c'est ça. Ils vont vous faire un faux. Donc, à mon avis, ils sont pas capables d'argumenter. Ils sont pas capables de me prendre face à face. Les Apathy, les Barbier, les Couturier, là, tous ces voleurs de parole, ils sont champions pour te couvrir de boue, disons. Ils sont champions pour te couvrir de boue. Quand t'es pas là, il y en a 2 qui me tiennent et 3 qui cognent, mais ils sont incapables de me prendre face à face. Dans une controverse sur le fond. Et donc, ce qu'ils font, c'est de la calomnie, quoi. Oui, bon, ça, tu dois pas m'expliquer parce que je suis dans le même club et il y a une chose que je constate et sur laquelle les gens doivent réfléchir. Il y a actuellement toutes les personnes... Tu devrais me dire ce que tu fais sur le mot antisémitisme, la définition comme outil contre les... Je vais venir. C'est tout à fait remarquable. Je voulais dire que ceux qui sont des lanceurs d'alerte, comme Julian Assange, comme Étienne, comme d'autres, et je pense que Ruffin, qui a pris la parole pour dire très courageusement, que les Gilets jaunes avaient vraiment... comment dire, que Étienne avait un mérite qu'il fallait reconnaître d'avoir stimulé ce débat et développé ce mouvement pour la revendication et l'émancipation. Je pense qu'il est le prochain sur la liste et que s'il ne s'aligne pas, on va aussi sortir des choses. Et je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous lisent. Quand des torrents de boue et de calomnie, pour employer des mots polis, se déversent comme ça sur un lanceur d'alerte, demandez-vous toujours, mais est-ce que j'ai entendu vraiment la personne accusée? Exactement. Est-ce qu'on m'a donné cette thèse à lire? Est-ce que ceux qui le critiquent accepteraient un débat avec lui ou est-ce qu'ils en ont peur? Et demandez-vous pourquoi, par exemple, Assange, on est en train de l'assassiner tout simplement dans cette ambassade à Londres. Et vous avez dit au journal Le Monde au sujet d'Alain Soral, pour moi Alain Soral est à gauche parce qu'il se bat contre les privilèges, c'est un résistant. Et alors, oui, c'est un résistant. Oui, c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Écoutez bien ça. Et alors, vous ne disiez pas être proche d'Alain Soral. Mais je ne suis pas proche d'Alain Soral du tout. Mais dans la résistance pendant la guerre, il y avait des communistes qui se battaient avec des maurassiens. Vous m'entendez, des maurassiens? Des maurassiens, c'est la droite de la droite la plus dure, hein, des maurassiens. Ça vous gêne pas? Ben non, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien.
Je ne comprends pas ce qui est cette espèce de montagne de polémique qu'on fait sur un mot complètement surdimensionné. J'ai dit une fois dans ma vie que Sora était résistant et maintenant on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Je ne parle jamais de ce type-là et les gens qui m'accusent sont ceux qui en parlent tout le temps. Alors, on dirait que c'est eux qui sont chargés de faire la promotion du type dont on est interdit, alors que moi, j'en parle jamais, absolument jamais. Et quand j'ai dit qu'il était résistant, c'est juste factuel. Je répète, écoutez bien ça. Le système parlementaire, je l'analyse comme un système de domination parlementaire, où les élus décident tout à la place des gens. Donc, je conteste la légitimité du système du gouvernement représentatif. Oui, je le mets au centre parce que c'est notre prison politique, c'est le gouvernement représentatif. Ce système de domination est attaqué par sa gauche et par sa droite. Il est attaqué par sa gauche par les démocrates, ou les anarchistes dans le beau sens du terme, c'est-à-dire les gens qui se méfient des pouvoirs. Donc il est attaqué par des gens qui ne veulent pas de chef, et il est attaqué par sa droite par des gens qui veulent des chefs. Ils ne font pas confiance au peuple. Par la droite, le système de domination parlementaire est attaqué par les gens qui veulent un chef, les autoritaires. Écoutez bien ça, écoutez jusqu'au bout s'il vous plaît, c'est super important. Le système de domination est attaqué par sa gauche et par sa droite. Il est attaqué par les rouges et par les bruns. Alors qu'est-ce que font les élus, les élus et les journalistes qui en sont les complices du système de domination? Ils font partie du mécanisme de domination. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont attaqués par leur gauche, par des démocrates comme moi? C'est super compliqué de dire Chouard, l'écoutez pas, c'est un démocrate. C'est difficile d'argumenter comme ça parce que tout le monde va se marrer en disant mais démocrate, démocrate c'est pas un défaut. Donc ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas attaquer mon message de front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ils ont les mêmes arguments qu'à la droite. Et donc c'est les mêmes, et donc ils nous confondent en disant, et c'est eux qui sèment la confusion, en disant c'est des rouges, bruns, c'est-à-dire qu'ils font comme si nous avions le même projet de société. Alors que c'est vrai que nous avons en commun de résister. C'est pour ça que je parle de résistants. C'est vrai que, et je peux pas faire autrement, c'est factuel. Les gens à l'extrême gauche ont en commun une bagarre avec les gens d'extrême droite. Ils ont en commun une détestation d'un régime de domination qu'est l'escroquerie parlementaire. Donc vous êtes d'extrême gauche? Je suis d'extrême gauche parce que j'ai un projet qui est fondamentalement démocratique. Je ne veux pas de chefs, je veux des chefs dominés. Donc je suis anti-tyrannique. C'est extravagant de m'assimiler à l'extrême droite. Je n'ai rien compris au truc. Justement, des personnes à l'extrême gauche vous accusent de confusionnisme. Mais c'est eux qui confondent tout. Voilà, c'est eux qui confondent tout. Ils confondent tout parce que... Seriez-vous un rouge-brun? Le mot rouge-brun est une aberration. Je vous répète, le mot rouge-brun est inventé par le parlementaire pour éviter d'avoir argumenté contre la critique démocratique en mélangeant les démocrates avec les fascistes, ce qui est une extravagance. Le mot rouge-brun est une extravagance. Et c'est pas parce que je parle à un royaliste que je deviens royaliste. Excusez-moi, je reste ultra-démocrate. Je n'ai pas changé d'un iota là, sur ce point depuis 10 ans que je travaille, mais j'ai besoin de comprendre. Si vous voulez, moi, je veux instituer un monde commun. Donc, je ne suis pas au niveau législatif, je ne me bagarre pas sur les sujets législatifs. Je sais bien toutes les différences qu'il y a avec les gens qui sont d'autres bords politiques que moi, je sais bien les différences qu'il y a. Moi, je me hisse au-dessus pour fabriquer un monde dans lequel nous puissions vivre sans nous étriper. Donc, j'ai besoin de comprendre pourquoi un jeune royaliste est royaliste. Comment est-ce que ça se fait qu'un gars puisse avoir confiance en un roi, alors que pour moi, c'est super dangereux d'avoir un roi ou un chef hors contrôle. J'ai besoin de comprendre comment il réfléchit pour imaginer les institutions qui vont permettre de vivre ensemble. Et c'est pas parce que je vais parler avec lui que je deviens royaliste. C'est totalement déconnant, sous prétexte que j'ai fait une conférence avec lui ou que j'ai discuté avec lui, de considérer que c'est des fréquentations douteuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de juger les gens? C'est l'antinomie de la politique, c'est-à-dire c'est la négation de la politique. Sur la Shoah, moi, j'ai jamais pensé la question de façon spécifique, puisque moi je réfléchis à toutes les formes de domination et toutes les injustices d'une manière générale. Et la Shoah, pour moi, est une abomination, mais parmi d'autres, comme la traite négrière ou le génocide amérindien par les colons européens qui ont débarqué. Enfin, il y a quand même, pour moi, beaucoup d'occurrences d'abomination. Et la Shoah en est une, mais ce n'est pas la seule. Si vous voulez, c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé de ma vie. C'est un sujet sur lequel je ne pense pas, je n'avais pas pensé du tout ce sujet-là, jamais de ma vie. Voilà. C'est un sujet dont je ne parle pas, auquel je ne pense pas, ce n'est pas mon sujet du tout, c'est ce que j'ai dit pendant l'émission, ce n'est pas mon sujet. J'avais rien lu là-dessus, c'est la vérité, toute nue. Et c'est considéré comme un crime
par les médias mainstream, qui sont les mêmes qui poussent des cris d'orfraie, comme si « Ah, mais alors, plus jamais on va lui donner la parole à celui-là », comme s'il ne m'avait jamais donné la parole. Les mêmes qui ont poussé ces cris d'orfraie en me traitant de négationniste, ce que je ne suis pas, mais en me traitant de cette façon, ils se donnent l'excuse, la légitimité de plus jamais m'inviter, mais les mêmes ne m'invitaient pas. Les journalistes m'ont donné la parole au début, en 2005, parce que c'était une curiosité, un bonhomme qui résiste au système de domination parlementaire au niveau de l'Union européenne et qui fait parler de lui alors que les médias ne lui avaient pas donné la parole, c'était un événement, une espèce de curiosité. Et donc ils en ont parlé, ils en ont mal parlé d'ailleurs, hein, parce qu'ils parlaient de « qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?» On s'en fout, hein, ce n'est pas le sujet. J'avais plein de reproches profonds à faire à l'Union européenne et c'est jamais ces reproches qui ont été repris par les journalistes à l'époque, mais très vite ils ont vu que c'était subversif ce que j'avais à dire, que je contestais radicalement, puis c'était dur de me contredire frontalement, loyalement. Et donc ils ont fait comme ils font avec les vrais résistants, ils m'ont fait taire, enfin ils ont fait silence sur mon travail. Pendant 15 ans, avant que n'arrive cet événement aux médias, là, avec cette espèce de levée de bouclier, il faut comprendre qu'à l'époque, donc c'était en 2019, c'était en pleine période des Gilets jaunes. Moi, j'avais cours, des copies à corriger, et puis j'avais 2 ou 3 conférences un peu partout dans le pays, sur des ronds-points, à l'occasion des ronds-points et sur les Gilets jaunes, pour suivre les Gilets jaunes. Et quand j'étais avec les Gilets jaunes, il y avait une espèce de ferveur, d'émotion, de communion politique, où en fait on était en train de devenir des adultes politiques, de s'émanciper de nos maîtres parlementaires. Et en sortant de ces grandes réunions, on pouvait être 3000, hein, à Castres on était 3000, à Toulon aussi, enfin c'est des très grandes réunions. Hein. Quand je regardais les nouvelles, j'étais présenté par les médias mainstream, donc par les journalistes, j'étais présenté comme l'ennemi public numéro 1. Étienne Chouard, l'ennemi public numéro 1, enfin c'est n'importe quoi, littéralement.